Bonjour Alain Lamassoure. Bonjour. Vous êtes député européen pour quelques semaines encore. Vous n'êtes pas sur aucune des listes qui se présentent, aucune des 34 listes qui se présentent aux électeurs dans 10 jours. Vous êtes un des artisans principaux de la mécanique européenne et de la construction européenne au Parlement à Strasbourg, mais aussi ancien ministre délégué aux affaires européennes. Vous avez présidé la délégation du PPE, la droite européenne, au Parlement de Strasbourg. Vous avez aussi été député français, député au Parlement français. Lequel des deux postes avez-vous préféré, Strasbourg ou Paris ? Strasbourg, puisque j'ai renoncé à une carrière politique nationale qui s'annonçait pas trop mal, j'avais été ministre, et à ce qui est en France le plus beau des mandats politiques, le mandat de maire. J'étais maire d'Anglet, commune de la Côte Basque de 30 000 habitants, pour me consacrer complètement au chantier européen. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte assez vite que désormais les plus grandes décisions politiques, les orientations qui engagent l'avenir de notre pays, ne se prennent plus à Paris, mais se prennent au niveau européen. À Strasbourg ou à Bruxelles ? Bruxelles, Strasbourg. C'est toujours le président de la République, élu par les Français, qui décide des grandes orientations, mais il ne décide plus tout seul, entre guillemets, à Paris, ou avec son Parlement à Paris, il décide en fait avec ses partenaires à Bruxelles. Et d'autre part, la méthode de travail communautaire et du Parlement européen est infiniment plus agréable et plus efficace que la méthode de travail nationale. Et plus complexe aussi. On dit qu'il faut un grand nombre de mois, peut-être d'années, pour apprendre cette mécanique. Vous avez fait 5 mandats, c'est beaucoup. C'est ça. 5 mandats successifs. Les Allemands disent qu'il faut 3 mandats. Un pour apprendre, le deuxième pour être pleinement efficace, le troisième pour transmettre son savoir au suivant. C'est comme Exactement. Ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire, et c'est comme ça qu'ils font, parce que la CDU a une vraie politique des ressources humaines. La vie politique nationale, elle est totalement manichéenne. Vous êtes député de la majorité, un texte est proposé par le gouvernement, sans le lire, vous savez qu'à la fin des fins, vous voterez pour. Dans l'opposition, sans le lire, vous savez que vous voterez contre. Le Parlement européen, c'est complètement différent. Pourquoi ? D'abord, on est tous élus selon le système à la proportionnelle. Donc, il y a un éventail de groupes politiques. Aucun groupe ne peut avoir la majorité à lui tout seul. Il y a donc des coalitions. Il y a donc des coalitions. Et deuxièmement, les règles européennes font que un vote du Parlement européen n'a valeur juridique que si il est adopté par la moitié des membres qui composent le Parlement européen. Donc il faut, quel que soit, on ne vote pas une majorité des membres présents physiquement, il faut qu'il y ait 378 votes. Donc ça oblige le centre droit européen, le Parti populaire européen auquel j'appartiens, à se mettre d'accord avec les socialistes, et puis entre les deux avec les centristes, pour pouvoir faire passer les textes et pour pouvoir adopter le moindre amendement. Donc, dans la vie politique nationale, mon réflexe était de taper sur les socialistes, et inversement, dans la vie politique européenne, je suis rapporteur d'un texte. Ce que je fais d'abord, c'est d'aller voir le chef de file des socialistes sur ce sujet, et lui demander de quoi tu as besoin. C'est tout à fait différent. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, été un des membres, y compris représentant de la droite européenne, droite et centre, le PPE. Pour qui allez-vous voter ? Je vais voter en France pour Renaissance. La liste d'Emmanuel Macron. La liste d'Emmanuel Macron. Qui soutient Emmanuel Macron, que soutient Emmanuel Macron. Que soutient Emmanuel Macron. J'aurais d'ailleurs souhaité que cette liste rejoigne le PPE, qui est d'essence démocrate chrétienne, qui correspond assez à la philosophie d'Emmanuel Macron. J'ai quitté, il y a maintenant 18 mois, les Républicains, avec regret. Oui, alors, et puis j'ai même annoncé que je claquais la porte, parce que je n'acceptais pas la dérive droitière des Républicains, et ce qui était aussi une dérive eurosceptique. Et je crains d'ailleurs que, une fois les élections passées, la campagne passée, cette dérive reprenne. Bon, alors que l'enjeu de cette élection... davantage d'essayer d'ancrer la droite républicaine à vos valeurs plutôt que d'aller soutenir Emmanuel Macron ? J'ai constaté, comme tous ceux qui étaient dans le même état d'esprit que moi, que de l'intérieur, ça n'était pas possible. Il est clair que Alain Juppé ou Jean-Pierre Raffarin ou sans doute Xavier Bertrand seraient restés pleinement membres des Républicains s'ils avaient eu le sentiment que de l'intérieur on pouvait changer. De l'intérieur ça n'était pas possible, les militants sont massivement plus à droite, et donc j'ai quitté, pas du tout dans un esprit d'hostilité, mais avec l'idée de faire en sorte que les Républicains restent accrochés à une droite républicaine, par une alliance avec un parti du centre qui est à recréer,
plutôt que de les laisser dériver vers une alliance avec un parti d'extrême droite. Parce que tant que la France conserve un scrutin majoritaire à 2 tours, on a besoin de 2 partis à droite, ils ont besoin de 2 partis à gauche pour ratisser plus large le premier tour et pour s'unir ensuite au second. Vous avez à Strasbourg et dans vos différents postes de cette vie politique brillante, beaucoup travaillé avec les Allemands. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est en tension avec Angela Merkel. Il y a une tension entre la France et l'Allemagne. Vous le regrettez ? Ça ne m'étonne pas. Non, c'est habituel. C'est habituel. À ce niveau-là ? Oui, la tension n'est pas très supérieure à ce qu'elle a pu être dans le passé. Mais elle est avouée, elle est déclarée, elle est admise. Oui, alors, surtout, enfin, en ce moment, parce qu'il y a eu une erreur de traduction dans les propos de Madame Merkel. On les a traduits comme une situation conflictuelle. Non, il y a une situation de divergence. La relation franco-allemande, contrairement à la légende et à la géographie, n'a jamais été facile. Au départ, la relation entre Schuman et Adenauer était détestable. Ils ne se parlaient pas. Le seul moment où il y a eu de vraies relations d'amitié personnelle et d'amitié très fortes entre les deux, pas du tout. C'était Giscard et Schmitt. Giscard et Schmitt. Ouais. Helmut Schmitt a été le meilleur ami de Valéry Giscard d'Estaing, toute nationalité confondue. J'étais un des ministres de Mitterrand sous un gouvernement de cohabitation et j'ai vu de près la relation Mitterrand-Kohl. Il y a eu de très grands moments, notamment ce symbole de la main tendue, des mains jointes à Verdun. Mais au moment de la réunification, il y a eu beaucoup de tensions parce que probablement une erreur d'analyse de François Mitterrand. Mais Exactement. Tout de même, aujourd'hui, est-ce que c'est utile, même si ça n'est pas une confrontation, cette erreur de traduction que vous pointez du doigt, est-ce que c'est utile d'afficher une tension avec les Allemands dans la mesure où ces 2 pays, la France et l'Allemagne, sont les 2 qui essayent le plus de résister à ce qui se passe dans une partie de l'Eurosceptique. C'est fâcheux, mais si vous voulez, le problème numéro 1 aujourd'hui de la relation franco-allemande, c'est pas tellement les tensions qu'il peut y avoir entre Emmanuel Macron et Madame Merkel. C'est le fait que, depuis 2 ans et demi, le moteur allemand est en panne. Et là, le drame de l'Europe ces dernières années, c'est que pendant tout le quinquennat d'Hollande, qui était la période de très grande influence et puissance politique d'Angela Merkel, dans l'Airbus européen à 2 moteurs, français et allemand, le moteur allemand était en sur-régime et le moteur français était en panne. Pendant tout le quinquennat d'Hollande, la France regardait ailleurs. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, c'est le contraire. Avec Emmanuel Macron élu drapeau européen au vent et qui ne cesse de rappeler son engagement européen de faire des propositions pour faire avancer l'Europe, bon, certaines étant sans doute maladroites, Berlin est totalement paralysé parce qu'après les dernières élections fédérales, la nouvelle coalition, grande coalition, ne s'entend pas. Le SPD ne veut rien faire. Il ne se passe rien. Le CDU, exactement. La CDU est complètement minée par la guerre de succession Angela Merkel, dont on voit bien qu'elle va partir très rapidement. Et donc, dans ces conditions, l'Europe ne peut pas avancer, puisqu'il y a toujours un seul moteur allumé et ça ne décolle pas. Et donc, quel que soit le résultat des élections, il va se passer un moment avant que ces 2 pays se remettent en phase et que ces 2 moteurs s'allument simultanément, c'est ça ? C'est pas quel que soit le résultat des élections. Les élections peuvent faire en sorte que on verra ce qui se passe en France. Est-ce qu'il y a changement de gouvernement ? Enfin, le président restera là et restera aussi européen. Qu'est-ce qui va se passer en Allemagne ? Selon les sondages d'aujourd'hui, il faut être évidemment très prudent, les Verts allemands, c'est-à-dire au fond l'expression du centre allemand, sont en pointe, dépasseraient le Parti social-démocrate. Est-ce que cela peut déboucher sur un changement de coalition en Allemagne ? Est-ce que même avec la même coalition, Mme Merkel laisserait la place à quelqu'un d'autre ? À qui ? Il faudra une nouvelle élection interne à la CDU-CSU. Et donc une partie de l'Europe se jouera au moment d'éventuelles élections allemandes. Un mot sur le Parlement à Strasbourg, précisément celle qui est en train de succéder à Angela Merkel, qui sont nommés AKK, est très dubitatif sur le maintien du Parlement à Strasbourg. Il faut un Parlement à Strasbourg ? Ben, le Parlement est à Strasbourg. Et à Bruxelles. Et à Bruxelles. Mais d'après les traités, le siège du Parlement est à Strasbourg, et il est même précisé dans les traités que le Parlement doit avoir 12
session plénière chaque année à Strasbourg. Le problème que nous rencontrons, c'est que au moment du marché commun de la petite Europe des six, tout le monde comprenait et ressentait affectivement le symbole de Strasbourg que pendant des siècles la France et l'Allemagne se sont disputés, l'Alsace. Bon. Mais avec l'élargissement, d'abord vers le nord, vu de Stockholm, Strasbourg, bon, et puis surtout vers l'est, le symbole n'est plus perçu. Et donc, je crois qu'il est temps que la France commence à réfléchir et à faire des propositions sur un avenir. Strasbourg doit rester une capitale européenne. Est-ce que ça doit forcément rester le siège principal du Parlement européen? C'est de moins en moins soutenu par les opinions publiques en dehors de notre pays. Et les déclarations d'Akaka, d'ailleurs très malheureuses dans la forme, montrent que même en Allemagne, pour la jeune génération, le symbole n'est pas si clair. N'a plus le même sens. Merci Alain Lamassoure.